Il s'agit donc d'une pièce de théâtre, Knock, donc une pièce de théâtre comique, écrite en 1923 par Jules Romain, donc au beau milieu des années folles. Jules Romain qu'on voit ici, donc de son vrai nom Louis Farigoule, donc a vécu pas mal une bonne partie du 20e siècle. C'est un écrivain français très prolifique. Je vous invite à aller voir le corps de couverture. À la fin du livre, on liste l'ensemble des livres écrits par Jules Romain. C'est assez phénoménal. Donc, il a touché à beaucoup de genres, comme la poésie, le roman, le théâtre, et a fini par être élu à l'Académie française, donc suprême honneur. Son œuvre la plus marquante n'est pas Knock, même si c'est peut-être la plus populaire. Son œuvre la plus marquante est un roman en 27 volumes qui s'intitule Les hommes de bonne volonté et qui raconte l'histoire de la modernisation de la France. Si on s'attarde au contexte plus général, il faut revenir au 19e siècle pour comprendre l'ambiance en 1923. Bouleversement politique où, je dirais, le pauvre peuple, là, je dirais, le pauvre monde, évidemment, ils restent en dessous, ne sont pas vraiment affectés par ça. Ils crèvent de faim dans une république, après ça, ils crèvent de faim dans un empire, puis dans une monarchie encore. Donc, ça ne va pas vraiment changer jusqu'à temps qu'on arrive, en fait, à la période qui nous intéresse. Donc, on va commencer à partir de 1871, donc à 1871 jusqu'à 1940, ça va être la période qui va s'appeler la Troisième République. C'est la période dans laquelle Knock a été écrit. Donc, et ça revient, puis pour une rare fois, donc, la France redevient une démocratie. Elle a été une démocratie là, pas longtemps, hein, pendant la petite période pendant la Révolution, pendant une petite période entre la Restauration puis le Second Empire, et puis là, ben, ça va durer. Donc, il y a une certaine stabilité qui va s'installer, je dirais, une stabilité politique qui va s'installer en France. La Troisième République va donc être une république démocratique et elle va aussi travailler à la démocratisation de la société. Hein? Donc, on verra la superbe invention de la Troisième République. La Troisième République va aussi va développer un empire, donc va développer l'Empire français. Puis là, on ne parle pas de l'Empire de Napoléon, on parle de l'Empire colonial. Ça commence véritablement avec la Troisième République. Et on va développer aussi, la France va se nationaliser, on va développer un sentiment national, c'est-à-dire un attachement à la France et non plus un attachement, je dirais, au chef ou un attachement à la région où on habite ou un attachement, en fait, aux différentes formes de pouvoir intermédiaire. Donc, en termes de démocratisation, le plus spectaculaire que la Troisième République va faire, et ça, c'est très important pour les écrivains, donc, c'est l'institution de l'école primaire. Okay? Ils inventent l'école primaire gratuite, hein? Parce qu'il y a déjà des fois où il y avait des gens qui avaient des politiques de rendre l'école primaire obligatoire, mais n'était pas gratuite, il fallait payer pour. Fait qu'évidemment, les gens qui n'avaient pas d'argent, la majorité des gens, donc, ils n'allaient pas, simplement. Donc, une école gratuite, obligatoire et laïque. Donc, elle ne dépendait pas de l'Église catholique, elle va dépendre, je dirais, de l'État français, donc du gouvernement français. Et c'est le modèle, en fait, qui a été adopté partout dans le monde après. Donc, et ça arrive en 1882. Donc, c'est relativement récent là, dans l'histoire, hein? L'école. Donc, c'est-à-dire, on ramasse tout le monde, là, puis on les assied sur des chaises, puis on leur apprend à lire et à écrire. Ça, c'est nouveau. Ça va avoir comme effet, étant donné qu'on enseigne en français, donc le français va devenir, en fait, la langue commune en France. Ça a l'air un peu surréaliste, mais il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les gens parlaient toutes sortes de dialectes. Le picard, le toulousain, le gascon. Donc, en fait, on connaît juste les régions aujourd'hui
mais dans chaque région, il y avait comme une langue qui était apparentée au français, là, mais qui n'était pas du français. Là, tout d'un coup, tout le monde se met à apprendre la même langue comme ça. Donc, ça a eu un effet de démocratisation. Donc. Et pour les écrivains, là, ben, écoutez, ils viennent de faire x10 la capacité de leur public. Là, hein. Un écrivain écrit, puis s'il y a la moitié de la population, les 3/4 de la population qui ne sait pas lire, ben, il écrit pour 25% des gens. Tu sais. Donc là, tout d'un coup, on va avoir je dirais une explosion avec cette idée-là que où on apprend à lire aux gens. Donc, on va avoir une explosion, je dirais, de littérature. Alors qu'avant, ben, c'était une littérature qui était destinée à l'élite. Il y avait peu de gens qui savaient lire et écrire, les nobles, des grands bourgeois, des petits bourgeois et, en fait, beaucoup les curés, les ecclésiastiques. Donc, on va avoir cet effet de nationalisation, c'est-à-dire que les gens donc, vont développer un attachement à la France, hein, à la population française. Donc, cette population française va commencer à se constituer, puis avoir le sentiment de son unité à travers le partage d'une langue. Hein, donc, c'est qu'on dit que les dialectes sont disparus. Autre chose qui va avoir un effet unificateur en France et qui va, je dirais, motiver le nationalisme et la nationalisation en tant que tel, c'est le service militaire obligatoire, hein, qui a été instauré en fait avant, mais là, tout d'un coup, tous les gens finissent par aller à l'école. Disons, de 6 à 12 ans, donc l'école primaire elle est obligatoire. Puis après ça, ben, les garçons, hein, parce que ça ne concernait que les garçons, ben là, il fallait qu'ils donnent 2 ans de service militaire à partir de 18 ans, donc jusqu'à 20 ans, où ça dépendait des fois. Des fois, quand il y avait besoin de plus de soldats, ben, il étendait le service militaire à 3 ans, etc., etc. Donc, le service militaire va aussi servir à créer une unité. Je vous rappelle, hein, dans le monde traditionnel, les paysans, ils ne voyageaient jamais vraiment plus que 20 km d'où ils étaient nés. Et là, tout d'un coup, ben, le service militaire faisait que ben, les gens partaient, puis des fois, allaient voyager comme sur d'autres continents. Et ça concernait... En théorie, ça concernait les fils des paysans, puis les bourgeois, puis tout le monde, mais c'est surtout, en fait, les paysans. C'était la manière... On pouvait, à cette époque-là, même payer quelqu'un pour qu'il fasse notre service militaire. Comme ça. Autre politique de la Troisième République, et là, j'anticipe un peu parce qu'on aura à parler de ça quand on verra la petite marchande de prose. Donc, une expansion de la France, en fait, en dehors de l'Europe, elle va étendre son empire colonial. Donc, une visée impérialiste. Dans le fond, c'était simplement que la bourgeoisie française avait besoin de ressources et ces ressources-là, ben, elle est allée les chercher partout dans le monde, en fait, en Afrique surtout, mais aussi, je dirais, en Indochine, à Madagascar, au Suriname, donc plein d'endroits comme ça. Donc, la France va conquérir des territoires. La France n'est pas le seul État à faire ça. L'Angleterre avait le plus vaste empire maritime, empire colonial, en fait, de l'univers connu. Donc, et ils avaient, entre autres, comme colonie, donc on est en 1820. Quelqu'un peut me nommer une colonie britannique qu'on connaît? New York? Ah, ça a été une colonie, ça, mais les Américains, ils ont fait une révolution, eux autres. Puis, ils ont Ouais. piqué Ok, droit. est encore là? Hein? Genre une colonie encore présente? Non, ben en fait, en 1900, si je dis 1920, y a-t-il une colonie britannique que vous connaissez? C'est simple comme C'est réponse. l'Afrique du Sud. Ouais, il y avait l'Afrique du Sud, ouais, tout à fait. Il y a le Canada aussi, là. Le Canada, en fait, on était une de ces colonies-là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est
vous pouvez imaginer comment ça se passait. Donc, l'intérêt britannique, des capitalistes britanniques venaient acheter, par exemple, du terrain, couper les arbres, partaient avec les arbres, puis il faut pas qu'est-ce qu'ils faisaient à le faire. Ils allaient faire des meubles avec en Europe. Ben, ils faisaient la même chose aussi en Afrique. Les Français faisaient la même chose aussi en Afrique. Ben, on va aller chercher du cacao. Par exemple, dans ce qui est aujourd'hui le Vietnam, ben, on va aller chercher du caoutchouc. Hein. C'est l'arbre qui s'appelle l'EVA. Donc, ils ont fait des plantations d'EVA là-bas. Donc, regardez la France, que ça avait de l'air, les colonies françaises. Pour vous donner une idée, la France est ici, là, en Europe. Et en fait, tout le nord-ouest de l'Afrique, c'était une colonie française. Donc, c'était divisé en 2 colonies. En fait, ça s'appelait l'Afrique occidentale française, l'AOF, puis l'Afrique équatoriale française. Donc, ça, c'était plus le Centrafrique, le Gabon ici. Vous remarquez aussi, il y avait ce qui est aujourd'hui le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Donc, on appelait ça l'Indochine, Madagascar. Et c'est ça, il y avait des colonies partout. Les Britanniques avaient des colonies. En fait, c'était bien gros alentour de l'océan Indien, hein, entre autres en Inde, puis partout. Hey, les Pays-Bas, hein, genre Amsterdam, là, la gang de fumeux de potes, là, ben, il y avait la colonie de l'Indonésie. Tu sais, ça, c'était une colonie néerlandaise, donc une colonie des Pays-Bas. Le Congo, en fait, la République démocratique du Congo, c'était une colonie belge. Donc, même les petits pays là, arrivaient à avoir des colonies. Le Portugal avait des colonies en Angola, puis ailleurs. Les Allemands aussi avaient des colonies. En fait, tout le monde avait des colonies. Ben, tout le monde. Tous les pays européens qui avaient une marine, hein, qui se pouvaient, c'est-à-dire des bateaux à vapeur, donc pouvaient avoir des colonies comme ça. Évidemment, ils arrivaient là et ils ne demandaient pas, mettons, aux Congolais s'ils étaient d'accord. Ils arrivaient et ils conquéraient le territoire. C'était une très sale business, la colonisation puis l'impérialisme colonial. Donc, on va sauter par-dessus ça et on va arriver à presque à notre période qui s'appelle juste avant la Première Guerre mondiale, donc la Belle Époque. Oh! Je suis en train de dépasser la pause. Hey, on fait-tu pas de pause puis finir plus de bonheur? Hein? Oui. Oui, hein, je pense qu'on est tous d'accord avec l'idée que si l'apéro peut commencer plus de bonheur, hein, on ne va pas s'opposer à ça. Donc, la Belle Époque, donc, évidemment, la France a une stabilité politique, a une bourgeoisie, puis un empire colonial. Fait que, tu sais, tout va bien pour eux autres. Pas tant que ça, là, on verra que c'est pas si incroyable que ça. Et donc, on a cette période de modernisation euphorique là, qui va de 1880 à 1914. C'est pendant cette période-là qu'on invente l'avion, qu'on invente le moteur diesel, qu'on invente l'automobile, en fait, et en fait, toutes les commodités qui aujourd'hui nous empoisonnent avec le pétrole. Donc, on a la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui ont de l'argent, qui s'enrichissent. Hey, ça ressemble crissement à notre époque, ça. Là. Hein, la bourgeoisie, ceux qui ont de l'argent, ils s'enrichissent au bout et on industrialise comme ça et tout le monde croit au progrès à cette époque-là. Donc, on est persuadé que ça va aller de mieux en mieux et que tout va bien aller. Je dirais que ça va bien. Il y a des conflits. Là. Les travailleurs, là, les gars qui travaillent, les femmes qui travaillent, les enfants qui travaillent, eux autres ne sont pas contents. Et il y a des luttes sociales aussi comme ça. Et ça passe un peu dans le bas. Je veux dire, tu sais, les super riches, les riches qui vivent de toute l'exploitation de tout ça, ils ne s'en rendent pas compte. Et évidemment, quand je veux dire, la littérature, elle parle juste des riches, puis elle s'adresse juste aux riches, ben, je veux dire, ça paraît pas comme ça dans les livres. Mais ça va pas si bien que ça. Et un des je dirais,
les manifestations de ça, ça va être, je dirais, comme une sorte de politique guerrière, parce qu'en même temps que tout le monde s'enrichit, ben, il se développe un nationalisme et l'armée devient de plus en plus importante. Les Français ont subi une grosse défaite, en fait, en 1871 contre l'armée de la Prusse, que vous ne connaissez peut-être pas comme pays, mais ça correspond pas mal à l'Allemagne. Et ils ont été humiliés parce que dans la tradition française, les Français sont censés gagner les guerres, surtout les guerres contre les Allemands. Et là, ce coup-là, ben, ils l'ont perdu. Et là, ils ont été humiliés. C'est vraiment le terme qu'ils utilisaient, l'humiliation de 1870. Donc, il y a cette volonté-là, et c'est dans l'air du temps, en fait. Tout le monde pense que la guerre, et ce qu'on connaissait comme guerre, c'était pas si grave que ça. C'était comme... Non, c'était pas si grave que ça. Ça créait plein de dégâts. OK? Mais l'image qu'on avait, c'était les guerres de Napoléon, les guerres napoléoniennes. Hein? C'est-à-dire deux gangs deux armées de clowns là, qui marchent les uns contre les autres. Là, puis vous avez vu les images là, d'un film? Là, il y a quelqu'un qui joue du drum comme ça. Puis, puis là, il se fonce dedans. Puis, c'est des carnages, mais c'est des carnages qui concernent le monde qui sont dans la bataille. Hein? Puis, à un moment donné, ben, je veux dire, ça finit. Puis, il y en a qui partent, qui se sauvent. Puis, c'est terminé. Moi, je pense au gars qui jouait du tambour. Comment il allait se défendre là-dedans? C'était quoi son espoir, lui, de rencontrer le gars qui jouait du pipeau, de le taper avec les bâtons? Donc, vous voyez que la guerre, c'est... Puis, évidemment, quand tu étais bourgeois, quand tu étais de la société, puis on va bâtir une grosse armée, ben... on ne voyait pas de mal à ça. Et tout le monde a fait ça, en fait. Et tout le monde se sont alliés. Donc, les Français et les Anglais se sont alliés. Les monnaies, ils se sont alliés avec les Russes. Les Allemands voyaient ça, c'est tabarnak. Ils sont rendus trois contre nous autres. On va s'allier avec les Autrichiens puis l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est l'équivalent de la Turquie actuelle. Et badang, à un moment donné, ça pète de même. C'est la Première Guerre mondiale. Et donc, on ne s'attendait vraiment pas à ça, là, donc que ça dure 4 ans et que ça soit l'enfer comme ça. Donc, la Première Guerre mondiale, je pense que j'ai surtout des images. Comment ça se passe? Essentiellement pour la France, les Allemands envahissent le nord, les Français les arrêtent, et puis là, ben, ils vont se battre pendant 4 ans dans ce qu'on appelle les tranchées. Et les Français vont finir par gagner ça. Gagner cette guerre-là, mais vous allez voir qu'est-ce que ça coûte de gagner ça. Je pense que j'ai des images que je pourrais montrer ce serait le fun qu'on soit capable de... Bon, OK. Première Guerre mondiale. Partagé. Donc, on y fait référence, évidemment, parce que tant qu'il n'y a pas eu la Deuxième Guerre mondiale, on ne l'appelle pas la première, hein, parce qu'il n'y en a pas eu deux, on va l'appeler la Grande Guerre. Vous allez sans doute voir des références à ça dans NOC. Hein. Donc, ceux qui ont gagné, c'est la France, les États-Unis et le Royaume-Uni. Mais attendez de voir comment est-ce que ça va de là. Ben de l'info qui n'est pas nécessaire pour l'instant. Ce que je veux surtout montrer, c'est la guerre de tranchées. Vous avez peut-être entendu parler de cette façon-là. C'est que simplement, il s'agit de se creuser un trou. On a inventé à cette époque-là la mitraillette. Donc, si tu te creuses un trou, tu te caches dans le trou, puis tu tires sur le gars qui s'en vient, ça te donne une maudite bonne chance. Mais le problème, c'est que le gars qui s'en vient, il doit venir, fait qu'il se creuse un trou lui aussi, et on va avoir 2 guerres de tranchées comme ça, donc faisant face les Alliés et les Allemands essentiellement dans le nord de la France. Donc, les soldats français qu'on représente ici, donc, sont surnommés les poilus. Vous avez peut-être déjà entendu ce terme-là. Donc, les poilus, c'est simplement un soldat français pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, vous remarquez que ce qui leur protège la tête, c'est un képi. OK? Ils n'ont pas de casque au début de la guerre. Okay? Ça, c'est très pratique quand une bombe te tombe sur la tête. Là. Hein? Donc, et donc, on voit comment je veux dire, un paquet d'hommes placés ensemble, mais qui va finir par... Hein, ça va donner des maladies, en fait.
Et entre autres, une célèbre maladie dont on a entendu parler à cause de l'actualité, c'est la grippe espagnole. Ça a été propagé dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Regardez ce qu'on a ici. Finalement, c'est un trou de boîte, hein, une tranchée, là, comme on met des choses pour retenir la terre pour pas qu'elle nous tombe dessus, mais c'est ça. On a ici des soldats britanniques. Leur surnom des soldats britanniques, c'était les Tommy, comme ça. Donc, eux autres avaient un casque qui ressemblait à une sorte de rivet. Et on les distinguait, en fait. Et c'est pour ça qu'il y avait des casques. Hein. Les soldats allemands, eux autres, avaient, j'espère que vous êtes capable de voir ici les petites nuances. Les soldats allemands avaient un pic sur le dessus de leur casque. Puis le casque, là, qu'on pense que c'est du métal, c'était même pas du métal, c'était des casques de cuir. Okay? Donc, ça aussi, c'est très pratique de protéger d'une balle. Donc, mais les casques, la différence des casques était essentielle parce que les soldats étaient tellement sales, on ne voyait même pas la couleur de leurs vêtements. Ils étaient comme crottés de boîte, comme ça. Hein? Et c'était avec la forme du casque que ben là, tu pouvais décider, bon, ben, OK, ça, c'est un Tommy, je ne le tire pas. Ça, c'est un Allemand, je le tire. Donc, le nom que les Français ont donné aux Allemands, c'est des Boches. Vous allez sans doute revoir ce terme-là comme ça. Donc, vous voyez ici, c'était un face à l'autre et ça a duré pendant 4 ans comme ça. Donc, la guerre des tranchées. Donc, regardez comment c'est dévasté alentour ici. Tu sais. Ils se tirent des bombes d'un bord puis de l'autre. Et ça a été une véritable boucherie qui n'a pas de commune mesure, en fait. Oh, OK. Excusez, je retourne. Qui n'a pas de commune mesure avec, je veux dire, des guerres comme on a. Ben, comme les guerres qu'on a pu connaître, en fait, quand les Américains allaient en Irak, là, ou même au Vietnam ou en Corée. Ils n'ont vraiment pas beaucoup perdu de soldats. Regardez ici les pertes françaises qu'on a. Donc, évidemment, il y a la destruction, on a vu, du nord de la France. Mais humainement, qu'est-ce que ça a coûté? Donc, sur 40 millions d'habitants en France à cette époque-là, on avait 8 millions de combattants. Okay? Là, il faut que vous imaginiez 40 millions d'habitants, 8 millions de combattants, 20 de la population qui va à la guerre. Mais ce n'est pas 20 je veux dire, ça tombe pas. C'est pas réparti également, ça, 20 C'est 8 millions, 40 millions d'habitants, on peut imaginer qu'il y a 20 millions d'hommes, donc on n'envoyait pas les femmes à la guerre, et tant mieux. Hein? Donc, 20 millions d'hommes, 8 millions de combattants là-dessus. C'est quasiment la moitié. Mais là, il faut que vous enlevez tous les enfants, puis il y en avait beaucoup plus qu'aujourd'hui des enfants, donc tous ceux qui ont en bas de 18 ans, et pas mal tous ceux aussi qui ont en haut de 50 ans. C'est-à-dire que tu es rendu trop vieux, tu ne vas pas à la guerre. Ça fait que, hey, je veux dire, sincèrement, là, dans la classe, là, tous les gars, puis même moi, là, on serait allés à la guerre. Okay? Et là, regardez, sur les 8 millions de combattants, il y a eu 1 400 000 morts. Et ça, c'est juste pour les Français, là. C'est juste pour les Français. Donc, 1 400 000 morts. Ça, c'est presque, faites le calcul, là, quelque chose comme 15 plus 18 mettons, des gens qui allaient à la guerre mouraient. Donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, ils ont envoyé 2 millions de soldats pendant la guerre du Vietnam et il y en est mort 26 000. Okay? Donc ça, c'est une guerre, je dirais, plus traditionnelle. Il est mort pas mal plus de Vietnamiens, d'ailleurs. Regardez aussi le nombre des blessés. Hein? Donc, la moitié du monde qui sont blessés. Puis blessés, là, blessés de la Première Guerre mondiale, là, c'est des bombes. Là. Ça veut dire comme c'est une amputation d'une main, des deux mains, d'une jambe, des deux jambes. Il y en a que c'est la face qui leur est arrachée ou des gens qui... Je veux dire qu'ils ne s'en remettent pas parce qu'ils ont été gazés aussi. On utilisait des armes chimiques à cette époque. Donc, vraiment, ça a été un gros traumatisme et ça explique, en fait, la période qui nous intéresse. Hein, c'est quand la guerre a été finie. Donc, quand ils ont signé la paix, le 11 novembre, d'ailleurs, les fonctionnaires fédéraux ont un congé le jour de
l'armistice de la Première Guerre mondiale, pas de la Deuxième, de la Première Guerre mondiale. Donc, on va tomber dans une période qu'on va appeler les années folles. Okay? Donc, les gens ont vécu l'enfer dans les tranchées et là, ben, ils retournent chez eux. Okay? Et là, évidemment, si je veux dire, c'est, comment je dirais ça, c'est le party. Hein? Donc, on peut dire le mode. Hein? Donc, il y a une euphorie, c'est-à-dire que tout le monde est comme heureux. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de problème, puis il y avait plein de monde avec des chocs post-traumatiques. C'était incroyable, mais néanmoins, je dirais, l'ambiance générale, c'était donc une sorte d'idée de révolte contre le conformisme. Tu sais, on parlait des bourgeois qui étaient conformistes, puis qui réprimait entre autres la sexualité, mais là, tout d'un coup, ça fait un boom. Et l'image qu'on peut avoir des années folles, en fait, c'est ce qu'on pourrait s'imaginer des années 60. Quand on parle des années 60 aux États-Unis, c'est une gang de hippies, puis côte aux nues dans le champ, puis ça fume du pot. Mais je veux dire, les années folles, dans leur registre, ont été un peu comme ça. Je vous montre des images des années folles. Évidemment, ça va être encore un défi de faire ça. OK, comme ça. Partager. Donc, les années folles, le retour des hommes. Chose très intéressante, c'est vraiment à ce moment-là que les femmes commencent à s'émanciper, à se libérer, en fait, des dictats de la société. Et ça se remarque d'abord dans la mode, dans l'habillement, des jupes qui vont comme aux genoux, là, ça, c'était comme oser en maudit. Hein? Et les femmes vont se mettre aussi, à cette époque-là, à fumer. Et non pas fumer dans leur maison, là, mais fumer en public, devant les autres. Hein? Et donc, on retrouve, oh mon Dieu, c'est scandaleux, mais c'est l'époque, en fait, des années folles, donc les années 20, comme ça. Regardez le vêtement ici, un vêtement beaucoup plus léger. Il faudrait voir en fait comment ils étaient habillés avant, là, dans la période qu'on appelait la belle époque. Là, tout d'un coup, ben, regardez les chapeaux, ce qu'on appelle on appelle ça des cloches, je pense. C'est des cloches? En tout cas, il y a un nom pour sûrement un bobby ou quelque chose comme ça. Une femme avec les bras nus, là, ça, c'est tout. Là, ça, c'était très scandaleux. Hein? Donc, on a comme une sorte d'ouverture, de sexualisation et de plaisir, en fait, d'inspiration, de plaisir qu'on va avoir. Regardez une autre image ici. Donc, l'image qu'on a des années 20 ici, ça, c'est très grande bourgeoisie, là, avec des colliers de perles, puis je veux dire, des plumes, puis le fume cigarette. Donc, c'est l'époque de cette année-là. On est dans les années 20. Et il y a comme une sorte d'euphorie qui ne va pas durer, évidemment, parce que ce qui s'en vient, c'est en 1929, c'est la crise économique et ça va se durcir beaucoup comme ça. Et beaucoup de gens vont porter, par exemple, vont attribuer la naissance du nazisme et du fascisme dans différents pays, en tout cas des conservatismes, face à cette trop grande libéralisation, donc trop grande liberté qu'ils ont vécu dans les années folles, comme ça, en disant, ben, il fallait faire un retour à l'autorité, donc avec les sympathiques dictateurs qu'ont été Hitler, Mussolini. On va maintenant essayer de remettre, donc parler plus de Nord. Donc, c'est dans cette période-là que ça arrive, une sorte de période d'euphorie, une sorte de période de fun. Et le courant littéraire, hein, on ne verra pas vraiment de courant littéraire français 2. Vous en avez vu en français 1, sans doute le classicisme ou peut-être le romantisme. Dans ce cas-ci, c'est un courant littéraire qui a été fondé par Jules Romain,
lui-même, donc, et qui l'a nommé l'unanimisme. L'unanimisme. Vous n'avez probablement pas à l'écrire, mais si vous l'écrivez, faites attention de ne pas parler d'onanisme avec un O. Vous parlez d'onanisme, vous désignez la masturbation. Hein. Donc, et la façon dont Jules Romain le décrit, donc, c'est assez straightforward. Hein, excusez mon latin. Donc, doctrine littéraire d'après laquelle le créateur doit exprimer la vie unanime, les états d'âme collectifs. Donc, on peut voir ça comme de deux façons, hein, c'est-à-dire tout le monde est en accord et tout le monde fait la même affaire. C'est ce qui arrive à la fin de Noc. Hein. Tout le monde est malade, ou en tout cas, tout le monde est en train de soigner les malades, ou est malade, comme ça, et tout le canton, tout le petit village de Saint-Maurice, donc, est dévoué à la médecine. Mais on peut voir aussi, en fait, la vie unanime, les états d'âme collectifs. Moi, ce que je vois quand j'entends ça, moi, je vois des soldats marcher au pas. Tu sais, c'est unanime. Tout le monde est bien d'accord. Tout le monde marche et fonctionne de la même manière. Et donc, je dirais, ce mode de vie militaire-là, donc, convient très bien à une doctrine comme l'unanimisme. Bon, l'important, c'est que c'est un courant, en fait, qui a été fondé par Jules Romain, puis ça a pas mal fini avec lui. Hein. Il était pas mal le seul représentant de son courant littéraire et il s'est donné comme un peu d'importance en souhaitant que d'autres personnes participent, mais pas vraiment. Donc, le courant a été peu suivi, mais on peut voir quand même certaines analogies avec d'autres œuvres de l'époque et même avec ce qui arrive politiquement à l'époque, quand je parle disons, des nazis, des communistes, des fascistes. Comme ça. Bon, genre théâtre comique. Donc, on va parler un peu de théâtre par la suite. Théâtre comique, donc c'est clair, c'est censé être comique. Et c'est comique à différents niveaux. Donc, le premier comique qu'on peut y voir, la première tonalité, en fait, qu'on peut y voir, c'est la tonalité burlesque, où c'est extravagant, c'est absurde et c'est ridicule. Et ça devient drôle. Un exemple de ça, c'est la voiture de Parpalley sur la scène. OK? On est en 1923. Il n'y a jamais personne là, qui a mis une auto sur une scène de théâtre. Hein. Je veux dire, on est loin de Robert Lepage, OK? Donc, un gros char, et on peut imaginer que c'est une voiture un peu ridicule comme ça qui est sur la scène. Donc, c'est comique en soi, donc ça fait partie, je dirais, du burlesque. On a aussi un comique, donc une tonalité satirique ici, qui est où on se moque, en fait, de la crédulité. Puis remarquez bien comment... Hein, je parlais de ville et de campagne, hein, modernité puis tradition. Donc, il arrive de la ville. Hein, il arrive de la ville avec sa médecine moderne. Et le monde de la campagne, ben, c'est un petit peu le préjugé qu'on a. Là, si tu habites, je ne sais pas moi, Casabazois aussi, ou à Baltimore, ou à Baltimore. Non, Baltimore, c'est une grosse ville, mais tu étais un peu moins intelligent que des gens qui habitent en ville. Ben, en fait, c'est un préjugé, là. C'est un préjugé, mais Jules Romain va tabler là-dessus. Et enfin, le dernier comique qu'on peut avoir, c'est l'humour noir, en fait. Je dirais un humour noir où à la fin de la pièce, c'est comme plus drôle, là, hein, comme c'était un peu dramatique ou c'était un peu on capote, là, je veux dire. Et je dirais l'humour noir fait rire jaune, hein, parlant de couleur, donc on a un humour qui dénonce ici des situations dramatiques, c'est-à-dire le pouvoir qu'a obtenu Nock, ou en tout cas que détient Nock sur l'ensemble du canton. Donc, on pourrait peut-être aller parler de théâtre ici. Et tout ça, je vous rappelle, c'est des connaissances littéraires, c'est-à-dire c'est lié à la connaissance du genre, donc à une connaissance de structure. Donc, on va cliquer dessus. Je vais aller faire
ça comme ça, et partager. Voilà, bon. Théâtre. Donc, théâtre, c'est un genre littéraire. Hein? Comme la poésie, c'est un genre littéraire. Comme le roman, la prochaine œuvre qu'on va lire, c'est un roman policier, c'est aussi un genre littéraire. Donc, c'est d'abord, c'est un texte, le théâtre. Donc, il y a quelqu'un qui l'écrit, qui compose la pièce. Hein? Vous avez sans doute vu ou étudié une pièce de Molière, par exemple. Alors, je peux-tu vous faire une petite joke, là? Je peux-tu m'empêcher? OK. Est-ce quelqu'un qui peut me faire une phrase avec Molière? Une joke avec Molière? Ouais? J'ai-tu carte blanche pour ce que je peux faire? Vas-y. Elle était molle hier. Hein? Ouais, OK, c'est ça. Moi, je l'ai dit, j'ai mangé de la crème glacée molle hier. Ben, toi, tu as le droit, t'es pas le prof. OK. Donc, c'est un texte qui est écrit et qu'on met, mais qui est destiné à être représenté dans un spectacle. OK? Donc, il ne faut jamais oublier, et on a été chanceux l'année passée, on est allé voir justement la mise en scène de NOC à Montréal avec des étudiants du cours 102 comme ça. Là, il n'y a pas de théâtre, là, mais peut-être qu'un jour, si vous avez l'occasion, allez assister. C'est 2 fois plus savoureux, c'est 2 fois plus drôle en spectacle qu'en livre. Là. Le théâtre, c'est fait pour être joué comme ça. Donc, l'essentiel du théâtre, je dirais, ça se joue sur des personnages, parce qu'on n'a pas de narrateur au théâtre. On n'a personne qui nous raconte ouais, Nock est en fait un charlatan qui arrive. Non, je veux dire, ça, c'est pas dit. Ce qu'on a, c'est le personnage qui parle, les autres personnages, leur action, puis nous, on fait on fait du sens à partir de ça. Néanmoins, je veux dire, le théâtre, le texte au théâtre, le spectacle de théâtre, la structure du théâtre, et ça va nous être utile. Donc, la structure du théâtre est divisée en actes et divisée en scènes. OK? Un acte, ça correspond à un changement de décor. C'est pas obligatoire, mais s'il y a un changement de décor, c'est généralement pendant que le rideau descend, comme ça, et qu'il y a un entracte, et puis après ça, le monde, il change le décor en arrière. Donc, un acte, ça correspond à une unité de lieu. Okay? Donc, par exemple, on a 3 actes dans notre pièce de théâtre. Parce qu'on est bien quand on est dans son bain, on fait des La structure au théâtre, donc un acte correspond à un changement de décor, en fait. Ça correspond à un lieu. Et donc, le premier acte, c'est la voiture. Tout se passe dans le char. Hein? Et le char, il ne bouge pas là, sur la scène. Là. Donc, c'est pas comme s'il pouvait se déplacer. Il ne part pas, le char. Hein? Donc, ça tombe bien parce que s'il partait, il aurait fini dans le décor, en fait, dans le décor des coulisses. L'autre chose, c'est la scène. Une scène, c'est un changement de personnage, c'est-à-dire quand on change de personnage. C'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans l'acte 1 de Nock, c'est une seule scène. En fait, tous les personnages sont là en même temps, puis ils rentrent, puis ils sortent en même temps. Alors que dans l'acte 2, ce qu'on a, c'est les personnages qui changent. On a Nock qui reste là, mais à chaque fois qu'il sort un personnage ou qu'il en entre un autre ici, donc je dirais, c'est une nouvelle scène. C'est pour ça qu'il y a 6 scènes. Puis vous pourrez aller voir dans l'acte 3 aussi, où ça grouille beaucoup plus. Donc, on va dire que l'unité dans l'acte, c'est l'unité de lieu, et l'unité dans la scène, c'est une unité d'action. C'est-à-dire qu'il va se passer de quoi entre, mettons, Nock et le tambour, entre Nock et la dame en noir. Donc, l'analyse du théâtre va demander un certain vocabulaire ici. Donc, la première chose dont il faut parler, c'est des didascalies, comme ça. Donc, je l'ai défini un petit peu plus. Donc, c'est une indication de mise en scène. Ça indique le jeu, ça indique le décor. Dans votre œuvre ici, une didascalie va être indiquée simplement par l'italique. Vous avez, par exemple, Nock regarde le véhicule avec surprise. Évidemment, il n'y a personne qui dit ça.
Hein? Donc, c'est simplement une indication qui est pour nous dire qu'est-ce que le personnage doit faire. Donc, ça indique le jeu du personnage et ça indique aussi le décor. Si vous regardez, par exemple, au début de l'acte 2, bien, on a une description, en fait, dans l'ancien domicile de Parpalley, installation provisoire de Nock, table, siège, armoire, bibliothèque. Donc, en fait, tout ce qui appartient au décor. Donc, ça, c'est le terme qu'on doit employer pour ça, c'est didascalie. Je dirais que la didascalie, contrairement au personnage, la didascalie, elle ne ment pas. Hein? Un personnage peut mentir. Par exemple, Parpalley, il nous dit que son char il est magnifique. Vous avez sans doute noté. Mais si vous lisez Didascalie, on se rend bien compte qu'il ne marche pas. Son auto ne fonctionne pas. Donc ici, la didascalie est toujours plus vraie que ce que disent les personnages. Bon, maintenant, l'autre partie du vocabulaire. Ça, vous savez qu'une bonne partie des... je dirais, de l'analyse ou des connaissances littéraires, dans le fond, c'est souvent du vocabulaire. Vous connaissez les concepts, mais il faut utiliser le bon mot pour le désigner. Donc, une réplique, c'est une unité de texte, c'est-à-dire la prise de parole d'un personnage jusqu'à temps que quelqu'un dise autre chose. Okay? Chaque unité, comme ça s'appelle une réplique. Hein? Et les répliques, ben, elles sont de différents ordres. Okay? Évidemment, il y a des dialogues, hein, je veux dire, où on a deux personnes comme ça qui se parlent l'une à l'autre, puis se répondent. En fait, on va avoir une suite de répliques. Une réplique peut aussi être un monologue. Un monologue, hein, donc par rapport à un dialogue, c'est qu'on parle tout seul. Okay? On ne parle pas nécessairement à quelqu'un. On parle tout seul. On n'en a pas dans la pièce des monologues, mais ça peut arriver. Il y a, par exemple, les monologues dans Les Belles-Sœurs. Peut-être que vous avez entendu parler de ça. Là. Donc, c'est les comédiennes dans la pièce viennent en avant puis disent ce qu'ils ont sur le cœur, en fait. Mais ils ne le disent pas à aucun personnage. Hein? Donc, c'est des monologues. On peut parler aussi à un personnage et quand on lui parle longtemps, hein, donc c'est encore un dialogue, mais il n'y a pas vraiment d'échange parce qu'il y a juste une personne qui parle. Hein, ça va s'appeler une tirade. Et ça, ben, je dirais la longueur, elle est, je dirais, relative. Hein. Il y a la tirade dans Cyrano de Bergerac, si jamais vous avez vu le film, la pièce, hein, donc la tirade d'aîné, hein, la tirade non merci. Cyrano, il part pendant 5 minutes, puis il parle pas tout seul, il parle à des gens, mais néanmoins, il parle longtemps. Il y a d'autres formes de la réplique. Le cœur, c'est quand tout le monde parle en même temps. Il y a les récits, quand un personnage vient raconter. « Oh mon Dieu, il s'est passé ci, il s'est passé ça. » Donc, sa parole en interaction avec les autres personnages, elle nous apprend de quoi. Donc, on va pas le définir. Maintenant, on va terminer, en fait, pour aujourd'hui sur les thèmes. Donc, le thème principal, évidemment, c'est le thème de la médecine. Donc, c'est massif ici. Je pense pas que... Hein, si je vous pose la question de quoi parle la pièce, ben, c'est de la médecine. Hein? Donc, c'est le thème et il est très central. Donc, si on regarde, c'est quoi le propos? Hein? C'est quoi, je dirais, le propos sur la médecine? Qu'est-ce qu'on dit de la médecine? Ben, on dit, en fait, que les médecins, parce que autant, on verra à l'occasion du prochain cours, autant Parpalley, autant Knox, ce sont des charlatans. Parpalley, il ne soigne pas le monde, là. Hein, vous savez, Parpalley, il y a deux sortes de maladies. Ou ben non, c'est grave, puis tu vas mourir, il n'y a rien à faire. Ou ben non, c'est pas grave, puis tu vas guérir. De toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, on voit que le médecin, que ce soit Parpalley, que ce soit Knox, c'est des charlatans. Et ça, c'est vraiment pas nouveau, en fait. Vous avez peut-être
mentionné tantôt Molière, le malade imaginaire, mais il y en a d'autres de Molière aussi, le médecin malgré lui. Et je veux dire, c'est comme une sorte de cliché dans l'ensemble de la littérature. Surtout avant, je dirais, le 20e siècle, les médecins sont des charlatans. Parce que, je veux dire, à l'époque, ils ne guérissaient pas grand-chose. Je veux dire, c'était pas la médecine moderne, ils ne connaissaient pas les antibiotiques, ils ne connaissaient pas la pénicilline, ni même les microbes. Donc, c'était comme... on va faire des saignées, hein, donc pour soigner les gens, mais ils coupaient une veine et ils faisaient perdre du sang aux malades, comme ça. Peut-être, en tout cas, je ne pense pas que ça donne des résultats très, très probants. En tout cas, ça affaiblit, assurément, c'est sûr que ça affaiblit le malade. Comme ça. Donc, le thème de la médecine, et là, tout le monde va... enfin, tout le monde. Tout le monde est concerné par ça et c'est là où NOC en profite. C'est que la santé, c'est un thème où je dirais c'est une préoccupation, c'est une valeur assez universelle. Tout le monde veut être en santé. T'sais. On a tous un corps comme ça. Donc, c'est assez dur. Donc, on se sent tous concernés d'une certaine façon par la médecine, par les médecins. Donc, pour Molière, c'était de façon... hargneuse, en fait. Molière, il haïssait les médecins, c'est pour ça qu'il représente, en fait, comme des charlatans. Mais je veux dire, tout le monde est d'une certaine façon, puis, en tout cas, vous êtes jeune, vous n'êtes pas malade, en tout cas, je vous le souhaite. Mais vous allez avoir un médecin, puis vous allez voir qu'en vieillissant, ben, on va le voir plus souvent, le médecin. Non, je ne peux pas aller voir un médecin entre 20 et 30 ans, tu sais. J'allais bien, ça n'avait pas de problème. Mais en vieillissant, en tout cas, il y a plein de choses qui arrivent dans le corps. On fait juste commencer à avoir mal, puis ça fait juste continuer. Autre thème qui est très important, en fait, et c'est là que NOC arrive avec l'idée de médecine moderne. Hein, et c'est là où c'est essentiel, l'idée de modernité et de progrès scientifique. NOC va dire, vend sa médecine en disant c'est de la médecine moderne. Et les gens en veulent parce qu'elle est moderne. Hein. Et ce mot-là, en fait, moderne, était, en tout cas en 1923, un thème qui est très important et très porteur de sens. Aujourd'hui, si on essaye de vous vendre un char en disant hey, ça c'est un char moderne, c'est une voiture moderne. Vous allez regarder ça avec un certain scepticisme. Et je dirais, autre phénomène lié à la modernité, c'est le souci individuel pour la santé. Hein? Je vous disais qu'avec le temps circulaire, puis une vision du temps qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de début, puis qu'il n'y a pas de fin, puis que on a davantage comme une gang, on était un groupe comme ça. Tout d'un coup, mourir, c'était comme pas si grave que ça. Ben, c'était pas si grave que ça. Ça n'a jamais été le fun, là, mais comment je dirais ça? Les gens tenaient à leur vie, ça aussi, là, ça, c'est fondamental. Mais je dirais du point de vue de ce qu'on peut écrire comme pièce de théâtre. Hein? Tu sais, comment je dirais ça? Je me ramène, mettons, au 16e siècle, avant Molière même, tu sais. Comment il s'appelle? Montaigne, il était malade, ben, tu vas mourir. Ah non, je vais mourir. Ben, fais-toi l'idée, là, puis comme fais un homme de toi, là, il n'y a rien là, tout le monde meurt aussi. Puis, c'était davantage une chose comme ça. OK, il y a un gars qui... Ouais. Il pense-tu que je vais l'accepter, lui? Un clown, c'est... Encore, hein? Quelqu'un qui veut niaiser. Et boy. C'est pour ça qu'ils savent à qui ils ont affaire, les autres. Bon, deuxième thème, le thème du pouvoir va être très important, en fait. Et malheureusement, je dirais, sensiblement, j'espère que votre interprétation va changer, mais beaucoup de gens me disent « Ah non, il veut de l'argent.
Non, je pense pas que Nock il veuille de l'argent, moi. Il en gagne, là, mais c'est vraiment secondaire. Je pense que ce que Nock veut, ce que Nock veut, c'est du pouvoir. Hein? Donc, et il l'obtient, en fait. À la fin, Nock est comme le dictateur est le dictateur je dirais, du village de Saint-Maurice, comme ça. Et on va voir, en fait, pendant tout le deuxième acte, comment il obtient ce pouvoir-là, entre autres par la démagogie, et comment les gens deviennent, en fait, obéissants. Et ça, je veux dire, c'est le propre du pouvoir, des pouvoirs, en fait, qui bien souvent, le pouvoir, on le voit quand il y a de la résistance au pouvoir, alors que là, en fait, il n'y a pas de résistance. Les gens obéissent à Nock, font ce qu'il a dit. La dame la dame la dame en noir. Hein? Vous vous souvenez de ce qu'il dit à la dame en noir? Tu sais? Allez vous coucher. Hein? Mangez rien. Buvez un petit peu d'eau comme ça. Si au bout d'une semaine, parlez à personne. Hein? Puis si au bout d'une semaine, vous vous sentez, vous avez plus d'énergie, ben c'est le fun, ça sera guéri. Mais sinon, ben, il va falloir avoir un milieu, comment je dirais ça, un traitement beaucoup plus sérieux. Mais si les gens vont suivre les recommandations de Nock, la bonne femme, elle va se coucher, elle va pas manger, elle va à peine boire, elle ne verra pas personne, elle va fermer les lumières, puis c'est sûr qu'elle va déprimer, puis qu'elle va, elle va s'affaiblir comme ça. Hein? Bon, dernier thème ici qui va nous intéresser, donc le thème de la crédulité, OK? Qui est en soi, là, ici, puis c'est important que ça se passe à la campagne, un rapport qui est assez traditionnel. C'est-à-dire, c'est le rapport de quelqu'un qui le sait par rapport à quelqu'un qui le sait pas. OK? Puis quand on le sait pas, là, on peut pas savoir si l'autre le sait vraiment comme ça. Donc, on a un rapport traditionnel un rapport traditionnel, donc un rapport qu'on a dans la tradition, qu'on pourrait avoir, par exemple, à l'égard de la religion. Hein? Le curé, il sait, lui, Jésus, ben moi, je vais y obéir, en fait. Donc, et moi, je peux pas m'ostiner parce que j'ai aucune idée. Donc, cette idée-là de la crédulité, de la naïveté qui permet d'abord l'obéissance, qui permet la manipulation, c'est un autre des thèmes qui est très important dans Nock, donc et qui parcourt en fait l'ensemble de l'œuvre et qu'on va voir en fait surtout dans l'acte 2 au moment où il va passer du tambour à l'instituteur, à la dame en noir, à la dame en violet, comme ça. Bon.